Bonjour, mon internaute, bonjour, mon journaliste qui est présent et avec nous là maintenant. Nous sommes tous bienvenus pour la conférence de presse de fin d'année de l'espace citoyen. Nous tenons un peu un commitment professionnel et en même temps, patinons une vraie actualité qui concerne le citoyen. Donc, nous abordons deux thèmes qui sont très importants pour les citoyens. Hein. Et donc, vous pouvez noter qu'il n'y a pas pour cause de Financial Crime Commission, parce que ça pas concerne les citoyens, c'est un autre débat dans un autre forum. Donc ici, nous considérons deux choses très importantes qui touchent le citoyen, le pouvoir d'achat, l'économie, le pouvoir d'achat, et les propositions que je dirais populistes de deux partis en présence. Et dans un deuxième temps, on parlera sur les accidents de la route, qui vraiment, vraiment a choqué les gens en cette période de fin d'année. Donc on va commencer avec les accidents de la route. Euh, et ici même, à l'espace citoyen, l'année dernière, aux même époque, on avait commenté, on avait donné des propositions pour améliorer, réduire les accidents sur la route. Et à la même époque, l'année dernière, il y avait un accident à Beauplan où une voiture est rentrée dans un arbre, etc. Donc, je ne veux pas revenir sur ce qu'on a dit en décembre l'année dernière parce que c'est ce qu'on a dit est resté une lettre morte. Hein. On a bien vu, il n'y a pas eu de la part des autorités, de la part de M. Alain Janot, de la part du gouvernement ou de la part du ministère ou de la part de ONG, quelque chose qui a été fait pour changer la donne. Et là, on note qu'on arrive à un point vraiment de non-retour très dangereuse où on assiste, les récents accidents donnent une nouvelle dimension aux problématiques de sécurité routière, c'est-à-dire des gens qui voyagent, qui conduisent des camions sans permis, des camions sans fitness, etc. Donc là, on sort un petit peu du cadre, oui, c'est les drogués, c'est les gens qui ont trop bu, etc. C'est les gens qui roulent trop vite. Là, on est dans les gens ne sont pas contrôlés suffisamment. Parce qu'on se demande à quoi sert le policier sur la route, à part de donner des directions à droite, à gauche, de remplacer le robot, c'est bien, mais c'est pas ça qui change l'embouteillage. Hein. Donc on voit très bien qu'il y a un espèce de laisser-aller, il n'y a pas de contrôle, et finalement on assiste à une espèce de laisser-aller. Il y a des accidents, le récent accident de paille qui a vraiment très marqué beaucoup les gens. Donc nous, on dit, on demande les autorités de prendre un plan d'urgence. Et il me semble que la première chose, c'est de voir là, maintenant, combien de contraventions va être fait. Est-ce qu'il y a un contrôle efficace sur la route pour vérifier si vraiment les gens ont leur permis à jour, les gens ont des assurances, les gens ont le fitness, etc. etc. Surtout pour les camions où on voit les conséquences que ça peut avoir dans un accident. Donc aussi pour les voitures, aussi pour les mobylettes, aussi pour tout. Ça, c'est la première chose. On attend que les autorités policières, les autorités arrivent avec un chiffre, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire. Le commissaire de police, etc. Donc ça, c'est un problème qui peut être résolu assez rapidement. Ce n'est pas un problème qui demande de mettre en place, il faut aller réparer les trous sur les routes, etc. Tout ça, il fallait faire avant, on n'attend pas les fêtes maintenant pour finalement comprendre ou noter quoi que ce soit. Deuxième chose qui est très importante, c'est de respecter la limite de vitesse. Le premier cause d'accident, c'est la vitesse.
on est tous d'accord, c'est que si on roule plus lentement, on a beaucoup plus de contrôle de sa voiture, quelle que soit la situation qui arrive. Je donne des exemples, par exemple, je prends l'exemple, moi j'habite dans une zone anciennement résidentielle, les voitures roulent à vive allure au-delà du 20-30 km. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on voit très bien que les gens ne respectent pas la limite des vitesses. On voit qu'il faut quand même diminuer les limites de vitesse. Il faut passer un peu plus bas parce qu'on voit que ça ne porte pas que les Mauriciens, finalement, avec les limites de vitesse en vigueur, ils ne sont pas aptes, ils n'arrivent pas à maîtriser leur voiture, ils n'arrivent pas à maîtriser leur mobilette. Ça, c'est la deuxième chose qui peut être faite très rapidement. Ça ne demande pas grand-chose. C'est des cashless des choses qu'on peut faire rapidement. Et troisième chose, il faut aussi que on revoie pour le long terme, est-ce qu'il faut mettre un système de permis à points? Est-ce qu'il faut mettre un système où, comme les gens, s'ils perdent des points, ils sont obligés d'aller suivre des cours de conduite, de psychologie, de road rage, etc. Donc il faut bien voir ça. Mais il y a aussi quelque chose de très très simple à faire. Tous ces accidents-là, j'ai l'impression que les accidents, ils arrivent, il n'y a pas une collation statistique de données, d'analyse, de voir un petit peu où sont les problèmes. Est-ce qu'à Paille, c'est une zone à risque? Est-ce que, moi je sais que par exemple, il y a beaucoup d'accidents à Cromandel, parce que c'est un endroit où il y a eu beaucoup d'accidents. Donc il faut voir, est-ce que c'est par rapport à un endroit où il faut peut-être mettre des limites de vitesse? Il faut voir comment on réagit. Peut-être qu'on n'a pas le temps, c'est vrai, de faire des flyovers ou de changer, mais il faut voir tout ça correctement. Il y a trop d'accidents, avec le métro, il y a trop d'accidents avec le métro. Donc il faut revoir les signalisations, revoir tout ça. Tout ça, c'est des choses qu'il faut descendre sur le terrain, il faut faire des collectes de données et d'analyse et après de tirer des conclusions. Ça ne coûte pas grand-chose. Si on reste derrière son bureau et on continue à dire oui, il y a trop d'accidents, les gens meurent, etc., je pense que c'est assez facile. Donc maintenant, on aborde le deuxième problème. Un problème très 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 énorme, je dirais. Donc on a tout assisté, on a tout compris, a bien compris qu'il y a le problème numéro un des Mauriciens et de tout le monde dans le monde, c'est le pouvoir d'achat. Avec le coût des frais, avec la demande qui ne suffit pas pour l'offre et la demande, parce qu'il y a trop de gens par rapport etc., etc. Donc il y a la guerre, il y a tout, je veux bien. Mais le problème de la pouvoir d'achat, on a très bien vu que le gouvernement a promis ou a donné qui va augmenter le pension vieillesse, qui va donner aussi une aide aux jeunes. On a aussi vu qu'il a donné il a choisi il a choisi des catégories dans la société, mais il y a quand il dit qu'il va mettre le salaire minimum à 17 000, 15 000, etc., en janvier, il me semble, il y a quelque chose qu'il oublie en cours de route. La première chose, c'est qu'il crée un certain appauvrissement du pouvoir d'achat des middle class. C'est-à-dire que, comme par exemple une infirmière est venue vers moi, elle m'a dit, c'est que la différence entre son salaire qu'il touche et le salaire de base est pratiquement proche. C'est-à-dire que à quoi ça sert d'aller faire des études pour être infirmière? Dans ce cas-là, il vaut mieux se mettre au chômage ou prendre n'importe quel travail. Donc, c'est le différentiel entre les salaires, non pas
été prise en compte. C'est une des mesures populistes qui est adressée aux jeunes et aux personnes âgées. Okay? Là aussi, il y a deux choses qui nous inquiètent. Je dois noter aussi que M. Paul Béranger emboîte le pas à M. Pravin Jugnauth. Il y a une espèce de surenchère. C'est très bien, c'est de la politique, c'est la liberté, mais j'ai noté qu'il a dit dans son discours de fin d'année de Banana que eux, ils vont proposer là-haut, comme il dit, 13 500, mais c'est un chiffre comme ça on a l'impression qu'il lance comme ça sans vraiment avoir travaillé. Donc là, la première chose qu'on note chez les deux dirigeants, c'est qu'il n'y a pas mean tested. C'est-à-dire que quelqu'un qui touche quelqu'un qui touche une retraite dorée, quelqu'un qui a de l'argent, il va toucher cet argent, alors que c'est pas ça qui va faire une différence pour lui. C'est-à-dire que même le Premier ministre va toucher, enfin le Premier ministre, oui, Xavier Duval par exemple va toucher, ou M. Paul Béranger va toucher tout ça. On a aussi noté que la convention salariale s'applique dans un circulaire aux leaders de l'opposition, aux députés, aux ministres, au Premier ministre, au président, aux chauffeurs, aux consul clercs, etc. Donc on se demande à quoi est-ce que ces gens-là ont besoin d'une compensation salariale. Les chauffeurs, je veux bien, mais là aussi, c'est de l'argent gaspillé. Mais ce qui nous inquiète le plus, et c'est là où on vient le problème central, c'est très facile de faire ce qu'ils font. À un an des élections, c'est de faire des petits machins à droite, à gauche. Oui, on va vous donner le pension à ce prix-là, on va donner ça à ce prix. C'est-à-dire, bon, l'opération Père Noël ou l'opération on donne. Mais ce qu'on oublie, c'est le long terme. C'est-à-dire qu'auparavant, en 2014, M. Feu Adegoke Jugnauth parlait de miracle économique, parlait d'augmenter le part du gâteau. Mais là, on n'a rien soit de M. Paul Béranger, qui s'occupe de ce dossier-là apparemment, et de M. Pravin Jugnauth. Comment ils vont augmenter le gâteau et est-ce qu'ils ont un miracle économique en vue? Parce que si c'est bien, tant bien que l'aspect saisonnier de rentrée d'argent des touristes pendant les fêtes de fin d'année, c'est peut-être facile de jongler ici et là pour donner, mais on se pose la question, comment ils vont faire pour payer, parce qu'ils n'ont pas un plan de rentrée d'argent. Et le deuxième problème qui se greffe à cela, on a une économie, comme on dit, black economy, où on ne sait pas combien tout ça est, hein, la black economy, l'argent de la drogue, etc., les travailleurs noirs des Bangladeshis, enfin bon, j'en passe. Mais il y a un black economy à l'île Maurice, mais on ne sait pas. On ne sait pas quelle est l'ampleur, qu'est-ce qu'on va faire pour réduire ce black economy. Là aussi, il n'y a rien du tout. Les problèmes fondamentaux ne sont pas adressés. On fait de la politique, je dirais, populiste. Voilà. Et pour revenir à ce black economy, on va bien comprendre que ça fausse les données et que si on continue comme ça, on n'est pas loin d'être dans la position de la Grèce. Hein. Je n'invente rien. Le dépôt de bilan n'est pas loin. Si on continue sur ce trajet-là, le dépôt de bilan ne sera pas loin. Le pays va être obligé d'être bail-out, comme on dit. Donc, je pense qu'on ne sait même pas à quel niveau le roupie est déprécié avec ce black economy. Donc là, on voit bien que le pays se dirige vers une catastrophe. Et si on note les premiers chiffres de la consommation pendant les fêtes de Noël, on voit la baisse. On voit une certaine prudence des Mauriciens. Je crois que les Mauriciens ont compris, eux. Mais le gouvernement n'a pas compris qu'il faut une politique de rigueur. Non, on est en train de donner de l'argent, ok. On est en train de
mais il n'y a pas de politique de rigueur, c'est-à-dire on ne baisse pas le coût de fonctionnement d'un gouvernement et on n'a pas non plus, je n'ai pas besoin de dire miracle économique, mais on n'a pas comment on va financer ça, dans quel secteur on est en train d'investir parallèlement, etc., comme les autres pays, il y en a plein, même Seychelles fait aussi mieux. Et je dois dire que je suis très choqué par M. Paul Béranger, qui a commencé. Bon, lui, il est en plein délire de folie de grandeur, comme d'habitude. Il a traité les Seychellois de petits pays. Je suis désolé, l'île Maurice, c'est quoi? C'est quand même une île, M. Béranger, c'est pas la peine d'aller chercher des histoires comme ça à l'international avec M. Ramkelawan, etc., de dire que de traiter ce petit pays, c'est ceci, c'est là, eux, ils ont fait ça. Ben, je suis désolé, c'est pas la question de petit pays, soit on a des gens intelligents, soit on a des gens incompétents, etc. Donc, moi je regarde l'Assemblée des Seychelles, c'est un exemple. Les lois sont débattues, il y a des amendements qui sont proposés, c'est respectueux. Ils n'ont pas eu besoin de faire un référendum, de faire tout un tralala. Le créole est utilisé. Donc tout ça se fait dans une certaine souplesse. J'invite les gens d'aller regarder les sittings de l'Assemblée Seychelles et puis de regarder le nôtre, hein, où je crois l'opposition s'est fait expulser 35 fois. Et comme un chauffeur de taxi m'a dit, ils ont été expulsés 35 fois, mais ils vont être payés. Il y a un speaker qui est en plein délire, et on ne sait pas pourquoi il prend telle décision. Les questions de Xavier Duval, je veux me référer à un discours de M. Paul Béranger. Celui-là, vraiment, je me demande des fois s'il doit réaliser que maintenant, on n'a plus les journaux et ils sont casés dans des archives. Maintenant, j'appuie sur YouTube, j'ai tout en 5 minutes. Donc, je regardais YouTube justement hier et j'ai vu que M. Paul Béranger a dit que tous les PNQ de Xavier Duval sont des flops. Et là, maintenant, il dit Xavier Duval. Il est avec moi, c'est un truc bon, ces questions sont... Donc, vraiment, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Et ce type de politique, ce type de choses, les gens, je crois, n'en veulent plus. Les gens n'en veulent plus des dirigeants comme ça, qui pour un oui se séparent, puis se crachent dessus. Et pour un oui et non, ils reviennent ensemble et puis ils s'embrassent, ils font des baisements, ou je ne sais quoi encore. Donc tout ça, les gens en ont marre de ces politiques de pagaille, de pacotille, qui fait honte. On n'a pas besoin de comparer avec l'international, on a comparé avec le petit pays Seychelles, c'est déjà la honte totale. Donc tout ça fait que les gens n'ont pas envie de cela. Mais ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'il y a des choix qui sont proposés? Je ne sais bien pas que non, ils n'ont pas des choix, c'est à peu près les mêmes choses, les mêmes personnes qui se mettent dessus et qui se crachent, etc. On a bien vu avec les petits partis, je ne veux pas perdre mon temps avec les petits partis. Donc, ce sera trop... Donc, voilà un petit peu les choses citoyennes qui touchent les gens. Et les gens, ce qu'ils demandent aussi, c'est qu'on a un Parlement qui fonctionne. Parce que malheureusement, notre Parlement ne fonctionne pas. Parce que quand on regarde aux Seychelles, on voit que le Parlement, il ne fonctionne pas, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de... Il y a rien, on voit sur on n'a qu'à noter, malheureusement on se demande où on est, que sur puisqu'on parle de Parlement, c'est relié avec l'aspect citoyen, je prends l'exemple de Financial Crime Commission. Voilà un projet de loi qui arrive sur la table du Parlement. Et tous les parlementaires d'opposition, évidemment, nous disent que bon, il ne peut rien faire, qu'on ne peut rien faire là maintenant, qu'il faut attendre que le projet de loi devienne une loi pour que on va aller contester ça avec des avocats.
Ça, c'est la première version de ce cher M. Béranger. Et puis, M. Béranger, comme d'habitude, ce qui lui passe par la tête, il raconte. Et donc là, il me dit son dernier positionnement. Donc, il va attendre la position du directeur DPP sur le Financial Crime Commission Bill. Si j'ai bien compris, hein, si je demande un petit séché-loi, hein, il me dira que le bill, c'est le domaine des parlementaires, c'est pas le domaine de DPP. Le DPP, il est Director Public Prosecution. Lui, son travail à lui, c'est de décider s'il va poursuivre ou pas poursuivre. Il est le Public Prosecutor, c'est tout. Le projet de loi, c'est pas son domaine à lui d'aller prononcer si ce loi-là, il est quoi que ce soit ou qui peut empêcher cette loi-là. Il ne faut pas mélanger les pinceaux. Malheureusement, M. Béranger, il est complètement en état de décomposition, si je dis, ou décadent, je ne sais pas. Mais enfin, le petit séché-loi appréciera. Donc, voilà un petit peu où on en est. Donc, à quoi ça sert d'avoir des parlementaires qui ne peuvent pas examiner un projet de loi, qui ne peut pas proposer des amendements, comme ça se fait dans le petit pays de Seychelles, chez M. Paul Béranger. On ne va pas parler de la loi immigration qui est passée en France, où il y a eu des négociations sur les amendements, etc. On n'est pas encore là. Donc c'est un travail de parlementaire. Mais ici, non. Ici, c'est des éclats, on se fait expulser, tout le monde est content. Au lieu quand on est un parlementaire élu, de se défendre dans le Parlement à l'intérieur, on passe sa vie à venir avec les extra-parlementaires hors du Parlement pour trapper les panneaux. Dictature et tout ça. Bon, je me demande, comme le chauffeur taxi avec qui je passais devant, il me dit, ils sont quand même payés pour faire ces bêtises. Je lui dis, oui, ben ouais, écoute, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Donc, si on a une opposition qui ne fait pas son travail, qui est décadent, qui met des PNQ selon M. Paul Béranger de flop, donc bien sûr que le gouvernement, le speaker, ont les mains libres. Donc ils font un petit peu, ils n'ont pas de pression, ils n'ont pas quoi que ce soit, ils passent leur loi tranquillement. Et puis, ils attendent que dans 10 ans, que l'affaire sera écoutée. Mais pendant 10 ans, l'affaire a déjà été faite. Mais aussi, on a noté que beaucoup l'opposition a demandé au peuple d'aller dans la rue pour bloquer cette loi. Mais on doit aussi comprendre que ça ne concerne pas tous les citoyens, cette loi-là. Et deuxièmement, que on a aussi, sans prendre parti, on a aussi à répondre aux conventions internationales, aux pressions de l'Union européenne, etc., des classements de l'île Maurice comme paradis fiscaux. Hein. Offshore, je suis désolé, ces paradis fiscaux ont un beau mettre des fleurs ou une coupe là-dessus, c'est des paradis fiscaux. Donc tout ça, il faut agir, il faut proposer de loi. Donc on ne peut pas dire non plus qu'on bloque le FCC. Donc il faut, dans une certaine mesure, proposer une alternative. Si on n'est pas d'accord, et d'où l'histoire des amendements. Okay. Donc, mais je n'ai pas entendu qui que ce soit proposer un amendement dans cette affaire. M. Béranger vous dit, il fait de la politique. Il vous dit que quand lui, il va venir au pouvoir, c'est-à-dire en 2024, 2025, il va remplacer le FCC. C'est là qu'il va réfléchir comment il va remplacer. On va encore prendre 1 ou 2 ans. Donc pendant 3 ans, pour lui, le statu quo, c'est très bien. Il n'y a pas de problème à l'île Maurice. L'ICAC fonctionne parfaitement. L'argent noir continue et on revient à notre économie noire. Donc, black economy, comme on dit. Donc tout ça, c'est merveilleux. Ça impacte sur la valeur du roupie, ça impacte sur tout ça. Très bien. Donc maintenant, si on passe aux deux intervenants, c'est-à-dire
ce qu'on a vu là. C'est-à-dire que le problème de l'opposition, c'est de répondre, de faire de surenchère avec la proposition du gouvernement. Les autres problèmes ne sont pas importants pour lui. Les accidents en hausse, tout ça, c'est pas son souci. Lui, ce qui est très important, je m'attendais qu'il dise qu'il va réduire les accidents de la route ou qu'il propose tout de suite quelque chose. Non, monsieur dit qu'on va lui payer pendant 12 mois et que quand il va être élu, qu'il va commencer à travailler. Donc voilà un petit peu le problème de citoyen. Le citoyen, c'est pour ça que le but de cette conférence de presse, c'est que le citoyen se sent perdu dans tout cela. Le citoyen, il ne sait pas. Le citoyen est dans l'obscurité. Il ne sait pas ce que va valoir son roupie, il ne sait pas ce que va valoir son pouvoir d'achat. Et il y a une espèce d'appauvrissement volontaire des middle class, c'est-à-dire les infirmières, les gens de middle management, etc. Donc, ça, c'est un souci. Et aussi, on a ce problème de l'argent au noir. Et donc, on l'a dit, on l'a redit, hein, à l'Espace Citoyen, on a plusieurs fois parlé de ces problèmes-là bien avant. Et on avait dit qu'il faut rechanger les billets, hein, il faut retirer les billets, mettre des nouveaux billets. Et peut-être c'est l'occasion de partir sur des billets où il n'y a pas les photos des gens, etc. Donc c'est peut-être... il faut s'en sortir de cela, parce que sinon il faut mettre un Chinois, un Tamoul, un machin, on ne s'en sort plus. Hein. Donc, parce que là, il va falloir chercher un Tamoul récent qui a fait des bonnes choses, etc. Parce que si on parle de Sinivasan, c'est assez loin. Si on parle de Achun, c'est assez loin. Donc tout ça on voit que c'est aussi un système qui ne fonctionne pas. Donc c'est peut-être le temps aussi pour combattre cet argent noir, pour combattre tous ces problèmes-là. L'économie, le black economy, comme on dit, c'est de changer les billets. Ça, c'est la chose la plus simple à faire. OK ? Donc ça, c'est notre première proposition. Notre deuxième proposition sur le pouvoir d'achat, nous, on dit qu'il faut économiser. C'est-à-dire qu'il faut aider ceux qui ont un vrai problème de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il faut penser au chèque alimentaire, il faut penser au chèque carburant, il faut penser aux aides logement, il faut penser dans ce sens-là. C'est-à-dire mean-tested, c'est-à-dire targeted, ceux qui en ont besoin. Moi, je suis bien pour l'aspect régressif de la chose, ou dégressif, dépend de quelle situation on est. Ça, c'est notre deuxième proposition. Notre troisième position, on a dit qu'il faut absolument prendre des mesures d'urgence. Si on ne prend pas de mesures d'urgence, les accidents sont en escalade. OK ? Et donc, on va aussi aborder le problème de les élections qui finalement, selon M. Béranger, Pravin Jugnauth donnera l'élection en 2025 et selon Pravin Jugnauth, il va donner les élections en 2024. Je pense que c'est très important que les dirigeants ne jouent pas avec un problème aussi grave que ça, qu'ils informent les gens quand ils vont donner les élections. Les élections devront se faire à la fin du mandat, c'est-à-dire au mois de décembre. Donc, il faut respecter ça, parce que on est dans un mouvance où les gens, ils doivent prévoir, les gens attendent pour savoir ce qu'ils vont faire et se préparer, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça, au snap election, que les gens ont besoin, pour une fois, d'avoir des programmes, des plans réalistes, pas une espèce de surenchère, pas une espèce de vente à l'encan.
Les retraités, toi, 17 000 une fois. 13 500 deux fois. Non, mais là, franchement, il y a un minimum, il y a un minimum. Parce que on est dans un pays où on n'a pas le choix. Hein. Ça va être entre ces deux blocs. On n'a pas le choix. Je ne crois pas qu'il y a des partis qui ont hein, l'organigramme, le logistique ou l'argent pour pouvoir rivaliser dans ce type d'élection où, malheureusement, avec le folklore, etc., donc, c'est des grosses dépenses et les gens attendent des brigandis, etc. Donc, ça, c'est fait partie du folklore. Je ne pense pas qu'on va changer cela maintenant et c'est de plus en plus, il faut donner plus, etc. Donc, je me réfère au jugement de Privy Council que dans l'affaire Swindle, Pravin Jagnot, où les avocats anglais ont soutenu que le Britannique était de meilleure qualité, il y avait plus de poulet. Est-ce que c'était la question, un bribe ou pas un bribe, mais bon, on voit bien où on va. Donc, la question de bribe ne se pose pas, c'est le folklore. Donc, tout ça fait qu'on attend des dirigeants que pour les fêtes de fin d'année, qu'ils donnent des vraies indications sur les élections et on attend que le gouvernement nous présente un plan de rigueur, comment il va réduire son fonctionnement, parce que ça aussi c'est quelque chose qui ne demande pas grand-chose à faire. Je veux bien que pour développer une nouvelle pôle économique, pour faire tout ça, ça met du temps. Mais il faut le faire maintenant. Il faut pas attendre parce que sinon, il n'y aura pas le timing entrée d'argent, sortie d'argent. Mais on attend que le gouvernement décide d'établir un plan de rigueur, je ne veux pas aller dans les trucs populistes, réduire son salaire, etc., mais de réduire le système. Donc, pour commencer, on va noter que le système à Maurice, les fonctionnaires ou dans les choses, il y a ce qu'on appelle un over-manualization. Vraiment. Moi, j'ai accompagné mon neveu pour enregistrer sa voiture. J'ai fait la queue pendant toute la journée pour enregistrer une voiture, pour avoir le certificat sans gage. Après, je dois monter au 6e étage pour enregistrer la voiture. Et là, c'est extraordinaire. Je pense que le petit pays Seychelles fait mieux. Hein. Dans un premier temps, vous allez à la réception, ils vous donnent un ticket, vous faites la queue pour aller décider combien vous avez à payer. Vous allez, vous faites la queue, vous allez à une caisse, il vous dit, monsieur, vous avez à payer, allez, je ne sais pas, 6 000 roupies pour la déclaration de cette voiture. Je fais une parenthèse juste là, c'est-à-dire que dans le cas de mon neveu, la personne a acheté la voiture au mois d'avril de cette année, il a payé la déclaration, et là mon neveu paye la déclaration, on cherche la logique, on ne comprend pas. Mais c'est une parenthèse que je reviendrai plus tard dans les futures conférences de presse qu'on fera au cours de l'année. On va reprendre un schéma de 1 ou 2 conférences de presse par mois. Et on va développer 12 propositions ou 24 propositions. Et donc, finalement, on lui dit combien il a déclaré. On lui dit qu'il doit repartir à la caisse pour faire demande un ticket et greffer la queue pour aller payer, cette fois-ci, à une caisse. Une fois qu'il a fini de payer, on lui dit, tu repars là-bas, tu reprends un ticket et tu refais la queue pour aller au delivery. Finalement, tu as ton espèce de sésame qui va te permettre de descendre et tu refais la queue toute la journée pour aller faire le transfert de ta voiture. Voilà, tu en as pour 3 jours. Donc là, on voit qu'il y a un over-manualisation de notre système, donc que peut-être il faut revoir la chose.
il faut mécaniser, il faut informatiser, il faut faire plus simple. Je pense que c'est efficace en gage, la personne peut le faire lui-même à la maison, sur un portable, il appuie et puis il l'a. Donc tout ça montre qu'il y a ce qu'on appelle du gaspillage et on peut réduire tout ça. C'est pour que ce qu'on appelle en anglais un lean government. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on doit aussi voir que dans notre système actuel, il y a plusieurs travaux qui ne sont pas vraiment productifs, qui n'apportent rien à la société. On est un pays où on a un main-d'œuvre limité, donc on doit pouvoir mieux gérer cette main-d'œuvre, qu'il soit plus productif. On se demande à quoi ça sert quelqu'un qui fait dans les autobus, qui vend les tickets et collecte des tickets. On se demande en 2024 à quoi ça sert ça. Ça ne sert à rien. Que ce soit à La Réunion, que ce soit dans notre pays, tu rentres, tu payes cashless, hein, comme Juice, tout ça, et puis voilà. Donc, est-ce que ces gens-là, on ne pourrait pas les redéployer dans des secteurs porteurs, dans des secteurs de demain, dans des secteurs, etc. Parce que le travail, un seul travail toute la vie, je crois que c'est quelque chose que personne n'y croit. Hein. Donc, on est toujours dans un système qu'on est redéployé, il faut suivre des petits cours, etc., etc. Donc, il y a tout cet aspect qu'à l'île Maurice, il y a plein de gens qui font des travails qui mènent à nulle part et qui ne sont pas productifs, qui rendent rien. Donc après, si on a besoin on refait la même chose, on fait venir des Bangladeshis et on leur fait faire la même connerie. Donc là aussi, on voit bien que les Bangladeshis, on a besoin de 10 Bangladeshis pour faire un travail que peut-être 2 Bangladeshis fera à La Réunion ou en France, etc. Parce que les Bangladeshis, ils sont partout, hein, donc c'est pas un problème ici. Donc tout ça qui fait qu'on peut faire des économies. On peut faire des économies au niveau du gouvernement. On peut faire des économies au niveau du fonctionnement. On peut réduire. C'est pas juste pour faire des choses tape à l'œil. Je rends ma BMW, je prends un Toyota, ou etc. Oui, il faut le faire. Si je roule en électrique, il faut le faire. Mais il faut aller plus loin. Il faut réduire les dépenses de l'État pour qu'on puisse finalement financer toutes ces belles choses, de donner de l'argent aux pensionnaires, aux jeunes, etc. Moi, je n'ai rien contre ça, parce que les gens nos vieux ont besoin de médicaments, ils ont besoin d'aide ménagère, ils ont besoin de beaucoup plus de choses que peut-être auparavant. Et donc, peut-être c'est tout à fait normal que avec la vie chère, qu'il faut augmenter leur pension. Mais la question qu'on doit aussi se poser, est-ce que cette augmentation, c'est pas juste pour couvrir l'inflation? C'est-à-dire que la personne va peut-être avoir 20 000 roupies, mais il va pouvoir acheter le même caddie qu'il y a quelques années avec 15 000 roupies, 12 000 roupies, ou 10 000 roupies, ou 9 000 roupies, ou je n'irai pas jusqu'à avec 6 000 roupies. Donc là aussi, il faut voir cette augmentation, il correspond à quoi? Est-ce que c'est pour masquer l'inflation? Donc là aussi, il faut bien voir tout cela. Et donc, voilà un petit peu pour nous le problème citoyen. Donc, le problème citoyen, c'est son pouvoir d'achat, les accidents. On va, dans les prochaines conférences de presse, aborder les thèmes centraux, parce qu'on est obligé de revenir, parce que là, les problèmes s'accumulent, les problèmes fondamentaux citoyens, c'est-à-dire le transport, les embouteillages monstres dans tout le pays. Monstres. À n'importe quelle heure. Il y a des embouteillages monstres dans tout le pays, de Poutre d'Or à je ne sais où. Okay. Le métro n'a rien changé.
le micro, au contraire, a démontré que, bon, il y a encore à faire, ok? Donc là, c'est un problème énorme, 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 qui plombe notre économie à court terme. On a les problèmes éducatifs, où on des jeunes qui ne savent ni lire ni écrire au bout de je ne sais combien d'années. On a le problème de la santé. On voit qu'il n'y a pas les médicaments, il y a de la queue, il y a toutes sortes de problèmes. Je ne veux pas je veux pas aller jusqu'à dire la nourriture, etc. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais il faut voir les vrais problèmes des malades, etc., en termes d'ambulance, en termes d'équipement, en termes de lits, en termes euh, de beaucoup de choses. Par exemple, les gens attendent trop longtemps pour se faire opérer des yeux. Moi, je l'avais dit plusieurs fois que les gens du Nord doivent avoir un hôpital pour eux, pour opérer les yeux, et que tout le monde vient à Moka. Il y a des gens qui attendent 2 ou 3 ans pour ça, et c'est pas normal. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire dans les prochains mois. Donc, et on va aussi parler de notre projet de loi, notre projet de réforme du système parlementaire. On va aussi parler de notre projet pour combattre, c'est-à-dire que nous on va pas attendre 2025, on va tout de suite proposer les amendements pour le Financial Commission, Crime Commission, et ça, il faut combattre l'argent sale. Et on va aussi parler de la Constitution, on va aussi parler de réforme du Parlement, c'est-à-dire ça inclut le Speaker, etc. Donc je pense que le pays a besoin de revoir ses outils, mais aussi on va projeter le pays sur les nouvelles pôles économiques, comme vous savez très bien. On roule sur du vieux, textile, n'en parlons pas, le sucre, n'en parlons pas, il ne reste que le tourisme, et ça c'est saisonnier. Et là on a un afflux parce que les gens, ça fait 2 ou 3 ans, ils étaient en confinement, et puis bon, là ils commencent à voyager. Il faut voir ça sur le long terme, parce que avant le confinement, l'économie touristique, il était à bout de souffle, il y avait des plans de relance, etc. Tout ça, on ne sait pas trop. Donc, je m'en souviens que Annette Gaillane avait parlé de développer des touristes de conférences, etc. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend au pays. Et donc, nous, les citoyens, on est obligés de monter au créneau. Et pour le moment, on est sur l'espace citoyen. Et donc, on va aussi parler de la voix citoyenne dans le débat politique, dans les débats des lois, dans les débats de tous les jours, etc. Parce que je pense qu'il faut commencer par écouter les citoyens d'abord, au lieu de se contenter de dire moi je donne 13 000, toi tu donnes 17 000. Donc c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il faut aller vers les gens, il faut écouter les gens, il faut demander les gens, il faut faire des vrais travails citoyens. Donc voilà, ça se termine un petit peu. Je prends l'occasion avant de prendre des questions, de souhaiter à tout le monde une très bonne année. Une année, certes, qui s'annonce difficile, compliquée, mais comme d'habitude, le Mauricien, on a connu tout cela, on est une nation débrouillarde et on va faire face. Et donc, je prends des questions s'il y en a. Dernièrement, vous étiez membre du Reform Party. Vous êtes toujours membre du Reform Party ou vous avez pris vos distances? Parce que avant que vous soyez membre du parti, vous étiez avec nous, vous faisiez des conférences de presse qu'on nous a dit, comme vous avez dit, que vous allez faire à partir de l'année prochaine. La question se pose, vous êtes toujours membre avec Rochibana? Je veux dire que le problème, c'est un parti politique. OK? Reform Party, c'est un parti politique. Donc, lui, il fait de la politique. OK? Donc, dans le Réforme, lui, c'est le leader,
il a son directeur de communication, il a ses 80 réformes, tout ça. J'ai pas de souci avec ça, donc ça c'est lui, ok? Mais ce que j'ai noté, que la réponse des politiciens professionnels, j'inclus M. Rocher-Badin, ne répond pas aux attentes citoyennes. Et d'où les gens sont venus vers moi et m'ont dit, écoutez, vous avez l'habitude de parler, vous avez créé l'espace citoyen, et donc on ne vous entend pas. Et pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne partagez pas nos préoccupations? Et de par mon métier d'avocat, je voyage beaucoup, Côte district, un peu partout, les gens viennent vers moi. Et je vois que les gens ont des vrais problèmes. Les gens ont des problèmes très précis, très actuels, qui sont assez détachés de ce que les gens proposent. C'est des choses qu'ils proposent qui sont intéressantes, mais qui ne répondent pas aux besoins des gens. Je prends l'exemple typique. Une infirmière, plusieurs infirmières, des gens de cette catégorie sont venus vers moi. Et il m'a dit, parce que je suis avocat, c'est un petit peu mon travail aussi, de défendre les gens. Ils m'ont dit, maître, pourquoi je dois aller travailler le matin si un chômeur a touché à peu près ce que moi je touche? Quelle est la raison, moi, je veux le faire? Premier problème. Deuxième problème, pourquoi je fais des études pour aller travailler alors que le différentiel, c'est-à-dire que moi je touche à peu près 20 000 avec machin, truc, vraiment, à la limite, il y en a qui touchent même 17 000. Pourquoi? Je fais un travail où je dois me réveiller à 4 heures du matin pour être infirmier ou infirmière. Donc pourquoi? Donc le problème, c'est un vrai problème qui n'est pas adressé. Deuxième problème, c'est les accidents de la route. Personne n'en parle. Répondez à la question. Êtes-vous toujours membre du Réforme Party? Oui, oui. Ma question est, est-ce que vous êtes toujours membre du Réforme Party? Parce que vous avez été présenté lors d'une conférence de presse au suffrage, puis j'étais présent, votre nom a été cité par Rocher-Badin lors du congrès des jeunes au NCPAC. Est-ce que vous êtes toujours membre du Réforme Party? Oui, je suis toujours membre du Réforme Party. Je n'ai pas dit le contraire. Je suis toujours membre de Réforme Party et je suis sûr que M. Badin comprend tout à fait que là, on parle dans l'espace citoyen des citoyens. Et l'espace citoyen, c'est une espèce de... c'est pas quelque chose que... C'est pas quelque chose de fini, c'est pas un produit fini comme ces 80 réformes où il a parlé aux gens, il a fait 80. Ici, on est en gestation, on est dans la proposition, on est dans la discussion, on est dans le grassroots. Donc, on fonctionne peut-être comme un espèce de laboratoire pour proposer, peut-être. Pour dire, voilà. Et donc, ce qu'on va proposer, c'est nous, ce que nous pensons, les citoyens, la voix citoyenne, si on veut dire, quelles sont les propositions, les 12 propositions qu'il pense importantes pour lui. Libre à ces partis-là de dire, écoute, ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. Libre à eux de dire que, bon, ils ont déjà ça dans leur programme. Libre à eux d'adopter ça dans le programme. Libre à eux de faire. Donc voilà, c'est une espèce de laboratoire, c'est une espèce de bouillon d'idées. L'espace citoyen était toujours ça, ça a été créé pour ça. Hein. Donc, depuis le début, on l'avait dit, c'est pas un parti politique. On ne fait pas de la politique. Politique, c'est autre chose. Hein. Donc voilà. Que pensez-vous du départ de Bellecour? De cette alliance, vous êtes membre maintenant. On avait eu la présidente a fait une vidéo expliquer ce qui s'est passé. Quel est votre sentiment par rapport à cette séparation avec En Avant Maurice? Moi, j'ai pas d'opinion
franchement là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai intégré Réforme, c'était le moment où Patrick Bellecourt a intégré Réforme, enfin, faisait alliance avec Réforme, lui, plutôt. Et donc, on a commencé, on a fait des réunions un petit peu ensemble. Et donc, on a développé une certaine amitié avec, pas juste M. Bellecourt, mais avec beaucoup de gens qui étaient dans ce parti-là. On a travaillé ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Donc, il s'est développé une amitié. Et donc, c'est un peu comme, enfin, j'emploie le mot, hein, comme les gens me disent quand je fais les procédures de divorce. Je suis désolé de prendre cet exemple-là, mais il me dit, quand tu divorces aussi avec les amis. Et c'est ça qui m'attriste un petit peu. C'est-à-dire que ce rupture, c'est une rupture avec des gens avec qui je parlais souvent, je discutais, j'avais des points communs. Et là, c'est vraiment, on divorce avec ça. Et c'est un peu dommage que c'est comme ça. Vous avez parlé des accidents, donc vous pensez que, on sait que le Premier ministre avait lancé sa campagne en sécurité routière, donc c'est déjà un échec. Non, on ne peut pas dire à ce niveau-là un échec. Hein. Tous les choses que chacun fait, il faut le faire. On n'est pas là à jeter la boue, à pointer les doigts, parce qu'on n'a pas la science infuse dans ce domaine-là. On est tous là en train de proposer, on est tous là de demander d'agir un peu plus. Ce que je demande au Premier ministre, c'est d'agir un petit peu plus vite. C'est-à-dire que c'est bien ce qu'il a proposé, mais peut-être c'est pas le moment. Là, il faut quelque chose de vraiment urgent. Hein. Quelque chose, comme je dis, qui est de baisser les vitesses, de faire des contrôles, de faire des choses qui peut le faire. Hein. C'est collater les données statistiques sur les accidents pour voir un petit peu si c'est un problème des endroits à risque ou c'est un problème de voir un petit peu. Ça, il peut le faire. Et puis, il peut toujours continuer son campagne, qui est une campagne, à mon avis, court et long terme. Le Parlement a voté sans amendement, comme il se doit, le rapport de l'Electoral Boundaries Commission. Oui. De la circonscription où vous avez des vues, ça a changé. Il y a eu des nouveaux électeurs, il y a des nouveaux quartiers qui sont dans la circonscription où vous serez peut-être candidat. Avant que je dois annoncer que moi je suis que candidat potentiel, hein, donc je ne sais pas où. Mais vous travaillez dans cette vous ne travaillez pas dans les 20 circonscriptions. Oui. Il y a une circonscription que vous avez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je travaille, je regarde sur toutes les circonscriptions parce que ça fait partie qu'à n'importe quel moment, M. Biden peut me demander d'aller je ne sais où. Donc il faut voir ça aussi comme ça. Donc j'étais au 16, m'a envoyé au 4, peut-être que je ne sais pas où je vais aller. Actuellement, vous êtes au 4. Actuellement, je ne sais pas, pour être franche avec vous, parce qu'il a dit qu'il va annoncer encore, on ne sait pas. Donc je lui demande pas plus que ça, parce qu'il y a le temps, etc. Donc je n'ai jamais demandé d'être parmi les premiers, je peux attendre. D'une part parce que j'ai une profession où j'ai un emploi du temps assez difficile aussi. Donc, moi, par rapport à tous ces mouvements, etc., ici, là-bas, je pense que la loi a été votée, donc on peut se dire que est-ce que c'est à obéir à une certaine égalité, l'idéal égalitaire, c'est-à-dire on divise tous les 20 circonscriptions par le nombre de votants et on dit que chaque circonscription doit avoir à peu près... sur une variable de 40 000, si j'ai bien compris, en haut de 40 ou en bas de 40 000. Okay? Mais on a aussi des contraintes, par exemple, avec les circonscriptions 2 ou 3, on doit préserver 26-30 000 parce que pour préserver une certaine représentation dans le Parlement des musulmans, par exemple. Donc tout ça a fait que la loi a été votée. Et donc, c'est à nous de tirer
des conséquences et de se positionner en fonction de ce qui est. Ouais. Vous avez parlé longuement du pouvoir d'achat. Le fait maintenant que certaines lignes de bateaux, on dit qu'ils ne vont plus faire passer par la mer Rouge, par le canal de Suez, par rapport aux attaques qu'il y a eu en mer Rouge, ça va impacter sur les prix à moins. Parce que 40% de nos marchandises qui vont venir, ce seront les marchandises qui passent par l'Europe ou américain. Donc, ajouter à une augmentation des salaires, le problème de l'inflation, plus le fret qui va augmenter, les consommateurs vont passer à la caisse. Vous aussi, comme moi aussi. Oui, non, mais je veux dire que ça, on va tous passer par la caisse. Donc peut-être que c'est le bon sens des Mauriciens qui prévaut, qu'on fait, on fait les fêtes sans farce, on essaie de prévoir pour l'avenir. Hein. Donc ça, c'est les choses. Mais maintenant, on est en gouvernement, on est en opposition, on est sur la place publique pour faire de la politique, on est espace citoyen, on vient là pour parler aux gens, on dit voilà, on est la voix citoyenne, il faut proposer. On ne peut pas rester le bras croisé et dire oui, il y a des frais, il y a cela, c'est des taxes externes. Il faut gérer ça. Et il faut savoir comment on va gérer ça. La façon la plus rapide pour gérer ça, il faut targeted. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment impactés touchent plus que ceux qui seront moins impactés. Hein, on ne peut pas faire tout le monde, les riches, les pauvres et tout le monde. Hein. Donc on ne peut pas dire que M. Zabetival c'est lui qui travaille comme maçon, et ben, ils ont le même augmentation, etc., etc. Donc non, ça, on ne peut pas faire ça. Donc là, c'est la première chose, il faut venir à Mintesten. Deuxième chose qu'on peut faire, il faut voir d'autres sources d'approvisionnement. J'ai toujours parlé, j'en avais proposé quand j'avais 18 ans, hein, qu'on doit créer un espèce de marché commun en océan Indien. Ce n'est pas la première fois que ça se pose ces problèmes-là, c'est des problèmes récurrents. Hein. On est un pays qui dépend de l'extérieur, donc ce n'est pas maintenant que ça, on doit faire face à ça. Donc il faut voir comment on fait avec nos pays de l'océan Indien, comment on peut faire pour s'approvisionner dans un premier temps de certaines choses. Il faut voir aussi comment on peut faire au niveau des transports, d'autres routes qu'on peut utiliser, d'autres fournisseurs qu'on peut utiliser. Mais aussi, il faut que chaque Mauricien, que notre agriculture décolle. Pour que notre agriculture décolle, on a un problème très mauricien. C'est-à-dire que si tu prends un avion et tu regardes Maurice, il y a beaucoup de verre. Mais le verre, c'est canne à sucre. OK? Donc là, on a beaucoup de canne à sucre, très peu, ou ce que tu veux. Mais la plupart des champs de canne à sucre n'appartient pas ni aux Mauriciens, ni au gouvernement. Ça appartient à c'est un gros capital, ou si on peut dire, c'est une compagnie. Donc, il faut qu'on donne des incentives à eux pour qu'ils développent une agriculture rapide. À l'époque où je te parle, on avait parlé de mettre les pommes de terre, les oignons entre les champs de canne. Mais là, il faut peut-être qu'on donne des incentives à ces gens-là, comme on donne des incentives pour les smart cities ou plein de choses, parce qu'on va aller du canne à sucre, il met des smart cities, il met qu'on fait des plantations très sous serre et très vite. Et donc ça, la Réunion l'a fait et ils s'en sortiront mieux que nous. Voilà. En quelques mots, pour vous, 2024, ce sera 2024, ce sera l'année de tous les dangers. Danger de démocratie, danger parlementaire, danger avec les élections qui vont arriver, danger avec l'instabilité politique, avec les alliances qui vont se défaire. On ne sait pas dans quel micmac tout ça va terminer.
Donc, comme je te dis, un jour il te dit que Xavier Duval, c'est Pierre que flop, le lendemain c'est son ami, après il va te redire que c'est un flop, l'autre va dire c'est là. C'est un micmac. Et de côté de M. Jack Blunt, on ne sait pas la recomposition, comment ça va se faire avec les j'appelle le groupe O, parce que c'est Obigadou, Alan Ganou, Ramano, Kolanda Velou, j'ai tout dit. Donc là aussi, on ne sait pas comment ça va se créer ou décréer, micmac, on ne sait pas quoi. Donc c'est l'année de tous les dangers. L'année de tous les dangers aussi pour M. Pramil Jagnot, pour M. Navin Ramgoulam, pour tous ces dirigeants-là. L'année des dangers pour les citoyens, l'année des dangers pour l'île Maurice, avec les pluies torrentielles, avec l'eau qui monte, avec le météo qui n'est pas toujours la même. Et oui, ce sera l'année de tous les dangers. Bonne année. Merci. Et je vous souhaite une très bonne année à tous les Mauriciens et ceux qui sont à l'extérieur aussi.